Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 27 février 2024, l'ambassadeur du Pakistan en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Mansour Ahmad Chaudhry s'est entretenu avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'ambassadeur s'est réjoui des relations diplomatiques et commerciales fortes en Côte d'Ivoire entre notre pays et le Pakistan. Il a souhaité l'ouverture d'une ambassade ivoirienne à Islamabad en vue de renforcer davantage ses relations. C'est une opération de déguerpissement qui a pour objectif de garantir la sécurité et améliorer le cadre de vie des populations. Le district autonome d'Abidjan est sur le terrain depuis le 22 février dernier à travers bulldozers et pelleteuses. Yopougon et Atekoubé ont été visités. Dans cette édition, les services du district autonome d'Abidjan donnent des précisions sur l'opération. Et puis, la délivrance des arrêtés de concession définitive ACD va se faire un peu plus rapidement, ce qui serait un soulagement pour les usagers qui trouvent la procédure d'obtention longue. Les choses changent désormais grâce à la signature électronique en phase expérimentale. Bienvenue, je le disais à l'instant, l'ambassadeur du Pakistan en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Mansour Ahmad Chaudhry s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara. L'ambassadeur s'est réjoui des relations diplomatiques et commerciales fortes entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan. Il a souhaité l'ouverture d'une ambassade de la République de Côte d'Ivoire à Islamabad en vue de renforcer davantage ses relations. Mama Traoré. Toute mission diplomatique est appelée à prendre fin. C'est le cas de celle que conduisait Ahmad Chaudhry, premier ambassadeur de la République du Pakistan en Côte d'Ivoire. Après 2 années de service en terre ivoirienne, le diplomate est venu faire ses adieux au chef de l'État Alassane Ouattara ce mardi. Ahmad Chaudhry l'avoue, durant son séjour en terre ivoirienne, les relations entre les deux pays se sont intensifiées. J'ai été très honoré ce matin par la visite faite à son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Je suis à la fin de mon mandat, je m'en vais, mais très satisfait. Satisfait des œuvres accomplies, mais surtout satisfait de l'hospitalité dont j'ai bénéficié de la part de la population ivoirienne. Nous avons aussi de très bonnes relations diplomatiques, des relations commerciales très fortes. Je n'ai pas manqué l'occasion de demander à son Excellence de bien vouloir ouvrir l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Islamabad qui renforcera davantage la coopération diplomatique. Preuve de cette intensification des liens entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan, l'accroissement du volume des échanges commerciaux qui avoisine à ce jour 130 milliards de francs CFA. Selon Ahmad Chaudhry, l'objectif des deux parties est de le hisser dans les années à venir à 500 millions de dollars, soit plus de 300 milliards de francs CFA. Les liens sont tout aussi forts avec les États-Unis. Une coopération au plan sécuritaire matérialisée dans notre pays. Un poste américain de renseignement auprès des forces armées ivoiriennes. Un poste placé sous la responsabilité du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. L'état-major général des armées abrite cette signature de convention relative à la création d'un poste américain de renseignement auprès des forces armées ivoiriennes. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire renforcent ainsi leur coopération au plan de la défense et de la sécurité. Jessica Davis-Ba, ambassadeur des USA en Côte d'Ivoire, revient sur les points essentiels de la Convention. C'est pour sauver les vies, c'est pour travailler ensemble pour combattre les menaces qui ne sont pas les menaces seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour la région, pour le monde. Un accord pour renforcer le partenariat dans le secteur de renseignement, dans le secteur de partage d'informations et d'expériences. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, se félicite de cette nouvelle collaboration ivoiro-américaine. Elle va contribuer à consolider la quiétude des populations. Le renseignement est pour nous l'arme stratégique la plus importante aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. Les forces armées de Côte d'Ivoire doivent être capables d'anticiper afin d'annihiler ou d'interdire tout acte terroriste sur leur territoire. Nous faisons face à une situation un peu particulière avec 2 pays au nord de notre frontière qui sont confrontés à ce terrorisme. Donc nous nous donnons pour obligation de préserver le territoire ivoirien. En l'espace de 2 années, le montant global alloué à la coopération, la défense et la sécurité
par les États-Unis à la Côte d'Ivoire est passé de 4 à 60 millions de dollars américains, soit plus de 36 milliards de francs CFA. En bref, et en image, lors d'une cérémonie de remerciement et de reconnaissance au personnel du COCAN 2023, le président Albert François Amichia a témoigné sa gratitude aux équipes de la RTI qui ont participé à la réussite de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Champions League. Les Ivoiriens qui regardaient les matchs cherchaient où sont les Européens, où sont ceux qui filment. Mais c'était nos gens de la RTI. Et c'est grâce à vous. Vous avez obtenu d'être le radio-télévision diffuseur hôte. Vous avez envoyé vos équipes en formation auprès des chaînes qui diffusent les ligues, les championnats nationaux européens pour s'imprégner. Et vous êtes venus avec du matos de dernier cri qui permettra à la Côte d'Ivoire de pouvoir retransmettre en direct, d'avoir une régie avec de nouveaux cas. Et vous êtes là aujourd'hui parmi nous. Je vous dis merci. Qui ont contribué à la réussite de la CAN 2023. La maire d'Abobo n'a pas manqué de dire merci. Kandia Camara a également salué l'implication du président de la République, premier supporter des éléphants de Côte d'Ivoire. On voit cela avec Yacouba Koulibaly, Jean-Marc Djadji, qui était à la cérémonie d'hommage aux éléphants de Côte d'Ivoire. L'organisation de la 34e Coupe d'Afrique des Nations placée sous le signe de l'hospitalité a marqué plus d'un. Un rendez-vous continental de la messe du football africain qui, selon de nombreux spécialistes et experts du monde du football, s'est bien déroulé dans l'ensemble. L'événement doit en partie sa réussite à l'efficacité du dispositif organisationnel et l'implication des populations. À sa tête, le président de la République, Alassane Ouattara. Le succès de cette CAN, reconnu et salué par Kandia Camara, première magistrate de la commune d'Abobo. Bravo à nos valeureux pachydermes pour cette 3e étoile offerte à la Côte d'Ivoire. Je n'oublie pas l'encadrement technique. Surtout, je n'oublie pas le président de la FIF, M. Idriss Diallo, et tout son staff. La Côte d'Ivoire a placé cette CAN-là à un niveau tel qu'aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est honorée par l'organisation de la CAN. Et cela grâce à son Excellence, M. Alassane Ouattara, et aux Ivoiriens. Cette CAN a renforcé les liens entre les Ivoiriens, entre les Ivoiriennes. Cette CAN a démontré effectivement que la Côte d'Ivoire, c'est véritablement le pays de l'hospitalité. L'élan du patriotisme des joueurs et des Ivoiriens, mais aussi la forte implication du chef de l'État Alassane Ouattara pour la réussite de la CAN en terre éburnie 2023, aussi saluée par les différentes couches sociales de la commune. Les hommages, les honneurs reviennent au plus haut niveau à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous saluons à juste valeur Madame le maire, Kandia Camara, pour ses exploits et pour son sens de développement. C'était une belle cérémonie. Quoi de plus normal pour nous, structures de santé, auprès desquelles Madame le maire et toute son équipe ont toujours été présents durant toute l'année 2023. Donc nous nous devions d'être présents à cette cérémonie-là pour apporter également notre contribution. Nous souhaitons encore nos vœux les meilleurs à Madame le maire et à toute la municipalité. Notre pays continue de rayonner sur le plan national et international sous le leadership de notre président, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, nous ne pouvons qu'admirer la mise en œuvre et la réalisation de grandes infrastructures. Il a plu à notre Créateur de continuer de répandre ses grâces en cette nouvelle année. D'abord, en permettant le bon déroulement de la CAN 2023 et pour couronner le tout, notre pays est sorti victorieuse de cette CAN. Selon de nombreux observateurs nationaux et internationaux, la réussite de la CAN 2023 a rehaussé l'intérêt de tous pour l'Afrique en général et pour la Côte d'Ivoire en particulier.
Voilà, la Côte d'Ivoire qui veut garder le cap en réussissant le pari de la sécurité et du bien-être des populations. C'est ce qui justifie entre autres l'opération de déguerpissement initiée depuis le 22 février dernier par le district d'Abidjan. Yopougon et Atekoubé ont été visités par les bulldozers et pelleteuses. Plusieurs autres communes sont dans le viseur. Voici les précisions du district autonome d'Abidjan avec Jean-Marc Adjadji. Le quartier de Boribana, dans la commune d'Atekoubé, n'est plus qu'un champ de gravats. Ce site précaire, sous le nouveau pont de Yopougon, à l'instar de celui de Jesco, a été démoli il y a quelques jours par les services techniques du district autonome d'Abidjan. Ces cantonnements ont été identifiés comme zones à risque en termes de catastrophes et de dégâts matériels. Il y a d'abord les emprises des voies publiques qui sont en train d'être déguerpies. Ajouté à ces emprises des voies publiques, il y a les zones que nous appelons des zones à haut risque. Ce sont des zones qui sont parfois impropres à l'habitation, qui ne sont pas habitables, qui malheureusement sont pris d'assaut par certaines de nos populations. Il y a les versants des collines, par exemple, qui ne peuvent pas être habités. Il y a également des bâtisses sur certains réseaux d'assainissement et de drainage qui les obstruent, pour ainsi dire, et provoquent des inondations en période de pluie. 177 sites, dont 77 jugés critiques, sur le territoire du district. Le vice-gouverneur Yeo Kolotuloma fait des précisions. Je voudrais préciser et rassurer les populations du district autonome d'Abidjan de ce qu'il ne s'agit pas toujours de démolir tout un quartier. Des zones comme Boribana ont été traitées de façon intégrale parce que tout le quartier de Boribana était sur l'emprise lagunaire. L'école Chahelen était bel et bien sur l'emprise de la A3. Assurer la sécurité des biens et des populations est l'une des priorités des autorités du district autonome d'Abidjan. Ces opérations de déguerpissement respecteront les procédures. L'opération va suivre son cours jusqu'à son terme. Il faut que les populations qui se trouvent dans des zones visées libèrent les installations. Les quartiers du district autonome d'Abidjan à déguerpir ont été répertoriés grâce à un comité technique composé de l'Office national de la protection civile, l'Office national de l'assainissement et du drainage, les 13 mairies du district et les forces de l'ordre. Et vous venez de le voir, un établissement a été détruit pendant l'opération. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire qui dit s'insurger contre cette démolition. Les cours ont été perturbés ce mardi dans plusieurs établissements suite à un mot d'ordre de la FESI. Les choses sont entrées dans l'ordre, nous dit Sifora Zegui, après une rencontre à la préfecture de police d'Abidjan. Si ces conditions sont réunies. Négociation après le mot d'ordre de grève de la FESI suite au déguerpissement de Yopougon Jesco. Le ministère de l'Éducation nationale, celui de l'Intérieur, le district autonome d'Abidjan et la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, accordent leur violon. C'est sous instruction de la haute hiérarchie, à savoir M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et M. le directeur général de la police nationale, qui nous a instruit de rencontrer toutes les parties prenantes à cette grève. Toutes ces structures se sont rassemblées autour de nous pour pouvoir d'abord engager le dialogue et trouver une solution idoine. Après de longues minutes d'échange, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Les recherches ont permis d'avoir une idée exacte de l'état des lieux, lequel état des lieux a permis d'engager, n'est-ce pas, des recherches pour trouver les établissements les plus proches afin, n'est-ce pas, d'y mettre les élèves. Tout ce travail se fait vraiment en symbiose avec le district. Nous sommes persuadés qu'avec la détermination de Mme le ministre par rapport à la recherche de pistes, de solutions, nous sommes persuadés que d'un moment à l'autre, nous pourrons donc, en collaboration avec le district, permettre à ces enfants de reprendre donc le chemin de l'école. Pour le district autonome d'Abidjan, il n'est pas question qu'un seul de ces élèves perde le bénéfice de l'année scolaire.
C'est pour cela leur recasement est une priorité pour le ministre du district autonome d'Abidjan. Et je pense que d'ici peu, ça sera après nous, cette situation. Donc, si une situation s'est avérée et que l'État cherche déjà des solutions, je pense que nous, syndicats, nous, élèves étudiants de Côte d'Ivoire, nous sommes déjà heureux pour que ces solutions soient trouvées pour nos camarades élèves de Cha-Hélène. Nous allons faire fidèlement le point au secrétaire général de la FESI et à travers donc plusieurs canaux d'information, je pense qu'il va donner la conduite à tenir pour les jours à venir. Les élèves retrouveront sûrement le chemin de l'école dans les heures à venir. Leurs camarades de Cha-Hélène, quant à eux, seront répartis dans d'autres établissements pour leur permettre de finir l'année scolaire dans de bonnes conditions. Pour bien suivre l'évolution de la situation, un comité de crise et suivi a été créé et les parties ont promis se rencontrer régulièrement. Autre volet de l'actualité, dans le domaine du foncier, la délivrance des arrêtés de concession définitive ACD va se faire un peu plus rapidement, ce qui serait un soulagement pour les usagers qui trouvent la procédure d'obtention longue. Les choses changent désormais grâce à la signature électronique en phase expérimentale. On voit cela avec Mama Traoré. Avec fierté, Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, brandit un acte de propriété foncière. S'il en signe des milliers chaque année, l'arrêté de concession définitive ACD qu'il tient est un spécimen particulier. C'est le premier ACD qu'il signe de manière électronique depuis qu'il occupe cette fonction. Bruno Koné ne le cache pas, c'est un début de soulagement. Et ça permet de simplifier parce qu'il y a quelques semaines, c'est encore des dizaines de parapheurs que nous avions devant nous et que nous signons quotidiennement. Plus besoin d'être physiquement au bureau effectivement pour signer les ACD. Je peux le faire de chez moi. Je peux le faire même quand je suis en voyage. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme. Fini les longues heures de travail pour ce haut cadre de l'administration publique ivoirienne. Sur ces images prises un soir de fin décembre dernier, voici ce à quoi ressemblait le bureau du ministre de la Construction avant l'avènement de la signature électronique. Il devait apposer son cachet sur des centaines de documents de propriété foncière classés dans une pile de parapheurs. Il en signait en moyenne 1 millier tous les mois. Rien qu'en 2020, il en a fait 17 000. Pour comprendre le caractère fastidieux de la tâche, rendons-nous au service en charge du contrôle et de la vérification du dit ministère. C'est ici que sont compilés les milliers de dossiers soumis au ministre. Une vingtaine d'éléments que nous devons contrôler. Nous assurer que le document est authentique, que le document est présent, que le lotissement sur lequel porte la parcelle est approuvé. Donc il y a tout un tas de recherches que nous faisons. Nous nous assurons aussi que le projet qui est soumis à la signature de M. le ministre ne comporte pas d'erreurs matérielles. Et donc il y a une vingtaine d'éléments, plus d'une vingtaine d'éléments qui sont à l'intérieur de ce dossier qu'il faut compulser, qu'il faut regarder, qu'il faut analyser et qu'il faut se rendre compte que tous ces documents sont authentiques et que ça peut être soumis à la signature de M. le ministre. Tous ces dossiers physiques arrivent chez le ministre. C'est très fastidieux, il doit certainement chercher à le regarder. Générant moins d'efforts et plus de célérité, la signature électronique présage d'une meilleure productivité dans la délivrance des titres fonciers. Nous avons aujourd'hui un système qui permet à terme d'aller jusqu'à 60 000 à 100 000 ACD par an. Là où nous en sommes aujourd'hui autour de 10 et 12 000 ACD aujourd'hui par an. Les plus heureux de l'avènement de la signature électronique au niveau du ministère de la Construction, ce sont les usagers. Il y a une cour, mais je n'ai pas encore eu mon papier, puisque c'est déposé aussi. Je suis en attente. Mais si maintenant, si le ministère de la Construction a envoyé les signatures électroniques, c'est très bon. Voilà, ça va nous aider pour qu'on puisse avoir nos attestations facilement, nos ACD facilement. Ça va permettre d'aller un peu plus vite. Voilà, tout le monde pourra avoir ses dossiers à temps au lieu d'attendre plusieurs mois ou plusieurs années souvent pour pouvoir avoir son dossier. Malgré la garantie de célérité, cette digitalisation de la procédure n'occulte pas la traçabilité et surtout l'authenticité des actes délivrés. Cette signature électronique ne dispense pas le contrôle qui est fait a priori. Le contrôle est toujours fait. Nous allons changer d'échelle en garantissant toujours la crédibilité
de l'acte que nous faisons signer par le ministre. Une administration publique numérique et digitalisée. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme fait partie des entités désignées pour tester la phase pilote du projet de signature électronique dans l'administration initié par le ministère de la Fonction publique. Pour l'heure, l'expérience marche et devrait dans les mois à venir s'étendre aux autres départements ministériels. Allons maintenant à plus de 6500 km d'Abidjan. Victorine Yaoyowe, notre reporter, a assisté à l'ouverture officielle ce lundi de la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce OMC. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. La 13e conférence de l'Organisation mondiale du commerce OMC débute avec l'adhésion de 2 nouveaux membres, regroupant désormais 166 pays, avec les Comores, État africain de l'océan Indien, et le Timor-Leste, pays d'Asie du Sud-Est. Signe de la volonté de l'OMC de composer de plus en plus avec les pays les moins développés. Cette volonté affichée, il faut passer à une vitesse supérieure, celle de contribuer efficacement à leur émergence en instaurant un environnement commercial transparent et équitable. Il est urgent de prendre des décisions consensuelles en vue de construire un avenir prospère pour le commerce mondial. Il nous faut des objectifs communs, travailler ensemble pour y arriver. Les pays en développement ou les moins avancés n'ont plus que besoin de l'OMC. Nous les rassurons, nous sommes à leur côté. De l'avis des observateurs, des secteurs existentiels tels que l'agriculture, la pêche ou encore l'environnement feront l'objet d'âpres discussions en vue d'aboutir à une feuille de route claire avec des objectifs précis. Le but d'une telle exigence, la sécurité alimentaire et l'industrialisation de nos économies. Aujourd'hui, notre défi, c'est que la part des produits qui sont exportés hors de la Côte d'Ivoire soit des produits semi-finis ou des produits finis, des produits manufacturés. C'est dans ce cadre en fait que nous sommes en train de mettre en œuvre la vision du président de la République, c'est-à-dire transformer structurellement notre économie à travers l'industrialisation. Souleymane Diarra-Souba se réjouit néanmoins de l'initiative de l'OMC d'accompagner des petites et moyennes entreprises des pays en développement et du don des Émirats arabes unis. Nous nous félicitons de cette nouvelle dynamique qui est que le développement soit inscrit au cœur de préoccupations de l'OMC, raison pour laquelle le thème d'aujourd'hui est évocateur, servir les peuples, servir les populations à travers le commerce. Et je pense que c'est ce que nos populations nous demandent. Et nous avons noté toutes ces bonnes nouvelles en fait pour ces pays qui contribuent au fonds lié au mécanisme de soutien à la subvention à la pêche. Nous sommes félicités de l'annonce des Émirats arabes unis qui apportent un don de 10 milliards de dollars US à l'OMC, dont une partie en tout cas va servir à ce fonds-là, dont la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, fait partie des premiers pays ayant déposé les instruments de ratification. Les échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire en 2023 sont estimés à plus de 22 000 milliards de francs CFA, en hausse de 10% par rapport à 2022, comme l'explique le ministre du Commerce et de l'Industrie. Une dynamique positive qui mérite d'être soutenue par l'OMC pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Une émergence qui passe par l'industrialisation, mais aussi par la mise en place d'une stratégie. Celle du Japon est inspirante. Arrêtons-nous sur la conférence Japan Corner, Jika Kapek. La ministre de l'économie, du plan et du développement a salué l'initiative. Frédéric Oulaye, Jean-Marc Adjadji. La Côte d'Ivoire ambitionne d'améliorer significativement les conditions de vie des populations pour atteindre un niveau de développement par la transformation structurelle de son économie et le développement de son capital humain. Pour la Côte d'Ivoire, nous pensons qu'il est important de continuer de réfléchir et d'identifier les politiques et stratégies qui puissent nous aider à accélérer le renforcement de notre capital humain. Faire progresser l'industrialisation et améliorer la productivité du travail. Une voie pour le développement de l'économie ivoirienne. C'est le thème de cette conférence internationale Japan Corner Jika Kapek. Modèle de transformation socio-économique, le Japon s'engage à accompagner la Côte d'Ivoire.
Je souhaite qu'à travers la conférence de ce jour, davantage d'Ivoiriens puissent approfondir leurs connaissances sur l'économie et la situation japonaise et que les études japonaises se développent encore plus dans la sous-région. Nous espérons également que les résultats de cet échange académique serviront de référence pour le développement industriel, économique et des ressources humaines de la Côte d'Ivoire. La ministre de l'économie, du plan du développement, a émis le souhait de disposer d'un document de synthèse sur les leçons à tirer de l'expérience japonaise pour l'industrialisation de l'économie ivoirienne, l'amélioration de la productivité du travail et la création d'emplois. La lenteur du rythme de transformation structurelle de l'économie, la faiblesse de la productivité du facteur travail et l'ampleur du secteur informel dans notre économie. La conférence internationale de ce matin est donc la bienvenue. Elle nous permettra de nous imprégner de l'expérience du Japon pour enrichir les politiques et stratégies en cours en vue de faire face aux défis énumérés. Le Japon, à bien des égards, est un modèle de transformation socio-économique de référence pour des économies comme les nôtres. L'objectif de la conférence est de favoriser une meilleure compréhension de la voie du développement et d'identifier des enseignements spécifiques pour accroître la productivité du travail et accélérer l'industrialisation et la réduction de la pauvreté. Tout autre chose à présent, le Bureau ivoirien pour l'intégration africaine veut redynamiser son fonctionnement. Les responsables de l'organisation sont en réflexion avec à leur côté des experts pour donner un nouveau souffle au BIPA. Khalil Diomandé. Des réflexions en vue de donner un souffle nouveau et une allure plus attractive au BIPIA, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine. 19 ans que l'organisation existe, il faut donc l'adapter aux défis du moment. Managers et experts passent au crible les instruments qui permettront une meilleure gouvernance du BIPIA. Au nombre de ces outils, le plan d'action stratégique 2024-2028. Ce plan d'action va renforcer et redynamiser donc l'action du bureau et nous rendre plus efficients donc à la réponse des besoins des communautés, aussi bien nationales qu'africaines vivant en Côte d'Ivoire. Il y a eu un audit qui a été diligenté par le ministère du Budget et des Finances. Nous avons eu des recommandations et donc voilà la raison pour laquelle nous sommes donc à l'ouvrage. Le contexte social ayant changé, nous sommes bien obligés de nous adapter et de nous conformer pour une meilleure efficacité d'action. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur fonde beaucoup d'espoir en ces assises. Nous espérons avoir un fonctionnement plus efficace, adapté aux nouvelles réalités du secteur d'intégration. Deuxième élément, nous espérons l'adéquation des ressources qui sont mises en œuvre, particulièrement avec les destinations pour lesquelles elles sont mises en œuvre. Créé en 2005 dans un contexte de crise post-électorale, le BIPIA a pour vocation de veiller à la bonne cohabitation entre les communautés africaines vivant en Côte d'Ivoire. Prenons la direction de l'intérieur du pays à présent. Le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, également maire de la commune de Touba, a séjourné dans la région du Bafing. En fin de semaine dernière, Moussa Sanogo a inauguré dans le département de Ouadénou plusieurs infrastructures de base. C'est ce que nous apprend Léon Bro. Bekosso, dans le département de Ouadénou, ce centre de santé composé d'un dispensaire, de latrines et de logements d'infirmiers qu'il remet aux populations est une réalisation du ministre du patrimoine, aussi donateur de ce château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes au village de Tiaoué pour desservir des localités du canton Zengoma, dont Bekosso. À Ouadénou, les populations également en phase avec Moussa Sanogo pour célébrer l'extension du réseau électrique de la commune. Qui donne de l'eau, donne la vie, qui donne de l'eau, donne la santé et améliore les conditions de vie de nos populations. C'est pour ça que nous sommes là pour célébrer ce château, mais pour dire merci au chef de l'État et dire merci au donateur qui est le ministre Moussa Sanogo. Centre de santé de Bekosso, château d'eau de Tiaoué, extension du réseau électrique communal de Ouadénou.
des réalisations du ministre Moussa Sanogo pour honorer les engagements pris en 2021 par ce cadre du BAFING de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de la région. Ce sont des choses fondamentales pour faciliter la vie des populations, pour améliorer leur santé, parce que c'est une population en bonne santé qui peut produire de la richesse. En tout cas, un ensemble de choses extrêmement importantes en fait que ces populations puissent avoir elles aussi leur part du développement du pays. Comme à Tiaoué, Bekosso et Waninou, à Touba, la fête des infrastructures de base aussi pour rendre hommage aux éléphants de Côte d'Ivoire pour leur 3e sacre et au président Alassane Ouattara pour l'organisation réussie de la CAN 2023. Bien sûr, il y a la joie d'avoir remporté le trophée, mais aussi et surtout le fait que ça a donné, on va dire, une renommée à la Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens sont venus voir le pays, ont reconnu la qualité du travail qui s'est fait sous la houlette d'un seul homme, c'est le président de la République. Cet hommage des populations du Bafing au chef de l'État pour la CAN de l'hospitalité que pour le développement impulsé par le président Alassane Ouattara à travers ses collaborateurs issus de la région, en l'occurrence Moussa Sanogo, ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Dans la région du Tonkpi, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix continue de galvaniser ses troupes. Le week-end dernier, une délégation du parti, conduite par le ministre Pierre Demba, est allée exhorter les militants à se faire enrôler dans le cadre de l'opération e-militant. Mama Traoré. C'est le ministre Pierre Demba qui a conduit cette délégation du RHDP dans la région du Tonkpi, avec pour feuille de route remettre officiellement les cartes de membres des élus et cadres RHDP, puis celles des secrétaires départementaux et militants de base. C'est la suite logique de l'opération entamée en décembre dernier par le directoire du parti. Depuis le 23 juillet 2022, date des élections des secrétaires départementaux, nous avons été mis en mission à travers le e-militant. Et cela parce qu'à l'horizon, pointent des enjeux non des moindres. Car un parti politique n'a autre objectif que de gagner les élections. Je peux vous rassurer que les structures de base des 18 secrétaires départementaux que vous êtes, avec toutes vos structures qui vous accompagnent, nous allons vous accompagner en tant que cadre pour que le travail du parti que le président vous demande, que le parti vous demande, vous puissiez le faire de façon sereine. Pour l'ensemble des localités de la région du Tonkpi, le RHDP ambitionne d'identifier 111 000 militants. Sur les 47 000 déjà enrôlés, plus de 31 500 demandes ont été validées. Pierre Demba invite les militants à souscrire à cette opération qui vise à consolider le RHDP comme première force politique du pays. Vous devez vous faire enrôler. Parce qu'on n'est pas militant à la maison. On n'est pas militant dans sa chambre. On a besoin de se compter pour savoir qui est vraiment avec nous. Et c'est pour cela qu'on fait le e-militant. Je sais que dans le Tonkpi, il y a encore des gens, des poches de personnes à aller chercher pour que nous soyons tous embarqués dans le train du développement conduit par le président Alassane Ouattara. Les secrétaires départementaux sont chargés d'exécuter cet appel afin que l'opération e-militant soit un succès pour le RHDP dans le Tonkpi. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, au Sénégal, la société civile veut maintenir la pression pour réclamer le départ du président Macky Sall le 2 avril au plus tard, date de la fin de son mandat. La plateforme Aar Sunu Élections, protégeant notre élection, avait annoncé une journée ville morte dans tout le pays aujourd'hui, ainsi qu'une grève générale. C'est finalement un mot d'ordre peu suivi. Cependant, plusieurs syndicats d'enseignants membres de la plateforme Aar Sunu Élections ont grévé et les élèves ne sont pas allés en cours dans certains lycées. Point final. Excellente nuit à vous tous. Dieu nous garde. Bonsoir.